Invaincu contre invaincu, somebody's all got to go. 18 victoires, 18 finishes, seulement 2 au 3e round. La machine à highlights, Shavkat Rakhmonov rencontre Ian Garry, imbattable en 15 combats professionnels. Ce petit filou qui trouve systématiquement son chemin vers la victoire, même dans la difficulté. Une énigme à résoudre de chaque côté qu'on vous analyse maintenant avec Brian Boulan. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Mind. Bienvenue sur Fight Mind. Pousse. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Qu'est-ce qui te hype dans ce combat, Brian? Ce qui me hype vraiment, c'est la confiance de Ian Garry à prendre ce combat. Et cette confiance, elle me pose beaucoup d'interrogations. Et voilà, j'aimerais savoir ce qu'il a en tête. Et je pense qu'il y a peut-être un chemin de victoire et ça m'intéresse grandement. Ouais, on en parlera tout à l'heure. Je pense que justement avec Ian Garry, quand il a un chemin de victoire en tête, il a cette faculté de le trouver. Évidemment, il y a aussi le côté invaincu contre invaincu. Moi, ça me hype toujours quand on n'a jamais vu de réel chemin de victoire pour l'un ni pour l'autre. Ici, on en a un qui est très opportuniste, qui n'a jamais connu une décision. Donc, jamais un combat sur 25 minutes. Ici, on est sur 5 rounds de 5 minutes. Et l'underdog, Ian Garry, lui, il a déjà fait 5 rounds au Cage Warriors. Et forcément, comme il est invaincu, Ian Garry, il s'est jamais fait finaliser. Donc, on peut voir un combat qui peut durer et donc découvrir ce que vaut Shavkat sur 25 minutes. Et puis voilà, moi, ce qui me hype le plus vraiment dans ce combat, c'est le fait que les deux doivent définir un chemin de victoire qu'on n'a jamais vu face à l'adversaire qu'ils vont affronter. Ils sont tous les deux au plus haut niveau. Donc, voilà, moi, le fait que l'enjeu, ce soit la garantie d'un title shot, c'est juste un petit bonus. C'est pas du tout ça qui me hype comparativement à toutes les autres et raisons. Ils se connaissent, hein. Et ils se sont entraînés ensemble, c'est vrai. Ça c'est vraiment le truc qui fait que... Moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Parce que je me dis, les gars, ils se connaissent. C'est pas genre, t'évites un gars parce qu'à l'entraînement, il t'a mis... il a fait de toi une serpillière, tu vois. Donc, je pense que chacun... voit un chemin vers la victoire de ce qu'il a vécu avec l'autre à l'entraînement. Et ça me plaît beaucoup. Ouais, ça on va devoir en parler parce que je pense que c'est un sujet très intéressant et on va analyser ce combat juste après notre Tale of the Tape. Ian Garry est numéro 7 à l'UFC et numéro 4 au ranking Fight Minds. Invaincu en 15 combats professionnels dont les 8 plus récents sont sous la bannière de l'UFC, l'ancien champion du Cage Warriors possède 7 victoires par KO et 1 par soumission pour un taux de finalisation légèrement au-dessus de 50%. Shavkat Rakhmonov est classé 3 à l'UFC et 5 chez Fight Minds. Lui aussi est invaincu mais en 18 combats dont 6 à l'UFC, tous remportés avant la limite avec 10 soumissions et 8 KO. Son taux de finalisation fait peur, il est à 100%. Ian Garry sera plus grand, il mesure 1m91, soit 6 cm de plus que Nomad, qui aura 8 cm d'allonge en plus avec 1m96. L'Irlandais possède un plus haut volume de jeu debout avec 5.5 frappes qui touchent à la minute pour une précision de 55%, face à une impressionnante précision de 61% pour son adversaire qui touche 4.12 fois à la minute. Shavkat obtient une amenée au sol par 2 rounds avec un taux de réussite à 29%. Sa lutte sera mise à l'épreuve contre les 69% de défense de Ian Garry. Ce dernier a finalisé Song sur la carte de Jones contre Gane, puis s'est débarrassé de D-Rod par KO au premier round, avant d'enchaîner 3 victoires à la décision sur Neil Magny, Jeff Neal et MVP en juin de cette année. L'ancien champion du M1 étranglait Prazeres lors de son deuxième combat UFC en 2021, avant de finaliser à la suite Harris, Neil Magny, Jeff Neal et Wonderboy Thompson, prenant 3 bonus au passage. 2200 votes, dont 84% voient une victoire de Shavkat Rakhmonov. Pas spécialement surprenant, mais assez marqué quand même pour un combat dans le haut de la division. On va commencer donc par décrire Ian Garry. Moi, je le vois comme un striker avec un arsenal varié. On parlait de Cyril Gane plus tôt cette semaine comme un striker élite, notamment avec cette statistique des cibles.
En général, les strikers élites qui utilisent leurs 8 membres, ils ont aux alentours des 50% des frappes qui ne vont pas à la tête, donc 50% qui vont à la tête. L'Irlandais se rapproche de cette stat. 43% de ses frappes sont réparties entre jambes et corps, et donc 57% à la tête. Donc on se rapproche vraiment de cette statistique qui reflète les strikers d'élite de type kickboxer ou Muay Thai. En général, ce qui fait la différence dans ces combats, hormis le dernier, c'est la différence entre les frappes qui touchent pour lui et les frappes qu'il encaisse. Il a 11 frappes de plus que ses adversaires par round, c'est plutôt significatif. Comment est-ce que tu décrirais son approche de combat, Ian Gary? Comment je la décrirais? Bah, je pense que ouais, c'est un striker. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui cherche le contre, qui cherche à absorber pour pouvoir contrer. Je trouve qu'il a des bons kicks, je trouve qu'il a, ouais, comme tu l'as dit, une bonne variété. C'est donc un droitier, ça il faut le souligner. Ouais. Relativement grand pour sa catégorie, avec une bonne gestion de son allonge. Donc il va garder à distance. Il a montré qu'il avait des très bons jabs. Il va chercher, si c'est en garde ouverte, il va chercher le hand control. Si c'est en garde fermée, il va chercher le stiff arm, donc le bras quasi tendu. Voilà, parfois je trouve qu'il a tendance à être un petit peu trop dans son jeu de contre, et qu'il en oublie un petit peu de construire autre chose. Ouais. Hormis sur le combat de Michael Page, mais là on était vraiment sur enfin une sorte de combat un peu classique entre un combattant striker de MMA et enfin voilà, un striker qui a un gros fossé sur une partie du MMA. Ouais. Donc il est parti sur la zone où il était le mieux, tu vois. Ouais, c'est une performance intelligente pour remporter un combat contre Michael Venom Page. Voilà. Donc sûrement décevante pour la plupart d'entre nous en tant que fans, mais après vraiment sur l'aspect sportif, et voilà, c'était ce qu'il fallait faire. Est-ce que cette déception, je fais une petite parenthèse, c'est pas par rapport aux attentes uniquement, parce que honnêtement, personnellement, je m'attendais à un combat qui ressemble un peu à Michael Venom Page contre Paul Daly, où on a 2 strikers et on espère que ça reste debout, et puis finalement, en fait, par crainte du pied-point de l'autre, ça allait chercher la lutte. Et moi, honnêtement, je m'attendais à ce que ce soit un Ian Gary qui vienne chercher très rapidement à mettre au sol et à imposer son grappling. Oui, bien sûr. Après, je pense que c'est pas trop la stratégie de l'UFC, quand tu mets 2 strikers, de voir un striker commencer à lutter, etc. Tu vois. Ouais, je suis d'accord avec ça, mais bon, le dernier week-end là, où c'était un grappleur contre un lutteur qu'on fait juste du striking. Là. C'était qui qu'on a eu dernièrement? Si, Bonical. Ah oui, il y a 2 semaines. Bonical, Paul Craig, voilà. Franchement, on va dire que moi, la performance de Bonical, je la trouvais satisfaisante. Je trouve qu'il a fait ce qu'il fallait faire face à un adversaire où le 10% de chance de l'emporter, c'était au sol. Ouais. Mais effectivement, la réalité, c'est qu'on a été, le côté fan, on était quand même nombreux à être déçus par la performance, parce qu'on voulait le voir se tester au sol, se tester en lutte, prendre un peu plus de risques, tu vois. Mais ça, je dirais que c'est la faute de l'UFC, parce que tu mets par exemple Wonderboy contre Michael Venom Page, ils vont rester debout. Il n'y a pas spécialement cet objectif. Ils ont pas de niveau. Ouais, mais bon, ils sont après, ça va être contreur contre contreur, donc ils vont beaucoup se regarder. Oui, mais c'est le néant en lutte et au sol. Oui, mais c'est ça. Mais en fait, ici, tu as autant Bonical que Ian Gary, pour prendre les 2 exemples dont on parle, sont des mecs qui sont focus ceinture et qui vont d'abord mettre une priorité sur quel est mon chemin le plus sûr vers la victoire. Et donc, normalement, en tant que matchmaker de l'UFC, tu dois t'attendre à ce scénario. Oui, je pense. En tout cas, voilà, pour en revenir à Ian Gary, une de ses particularités au-delà de son style, c'est, je trouve, sa confiance. Ouais. La confiance qu'il a en lui, elle est assez supérieure. Il prend des risques. Pour moi, là, ce combat-là, c'est une prise de risque, mais je pense que pour l'instant, en tout cas, vu son palmarès, ça paye. Ça paye relativement bien. Tu parlais de striker d'élite, je ne pense pas qu'il soit encore à ce niveau-là. Pour moi, il manque certaines choses. Comme je l'ai dit, je trouve qu'il est trop dans son jeu de contre. Il a tendance à... Voilà, si l'adversaire ne surengage pas, à ne pas être complètement dedans, tu vois. Ouais, donc il
parfois En un peu général, le trop striker calculateur. d'élite, c'est super complet. Donc, ils savent contrer de différentes manières, délayer, Ouais. asynchrone, Il fait des belles choses. Hein. créer un chaos sur un jeu qui a été développé sur sur les premiers rounds. Et là, il lui manque quelques parties il y a lui manque quelques pas parties de grand-chose, son hein. jeu qu'il doit peaufiner pour vraiment faire partie de cette catégorie des strikers d'élite. Ouais. Ouais. Après, il est jeune, il est arrivé vite dans les grosses discussions. Enfin voilà, je pense qu'il a encore pas mal d'années, mais je pense que ça deviendra un striker d'élite. Et puis en parlant de son approche, je pense qu'il vient à chaque fois avec une stratégie de striking en tout cas. Clairement. Donc on se rappelle de son high kick contre Rodriguez. Ouais, D-Rod, c'est ça? Ouais. Son surnom, qui était magnifique. Et puis sur d'autres combattants, hein, là, il va. Alors contre Neil, par exemple, il a beaucoup reculé. Il a été vraiment, il savait que ça frappait fort, donc il avait une approche bien particulière. Ça, c'est un combat qui sera intéressant à discuter, mais ouais, contre Jeff Neal. Et contre l'autre Neal, contre Neil Magny, c'était complètement différent. Ouais. C'est lui qui était sur le pied avant et qui mettait Magny sous pression. Mais il y a une différence, il y a un gouffre de niveau en pied-point entre les deux Neal. Voilà. Ouais. Et donc, alors voilà, il recule beaucoup, mais ça dépend vraiment des adversaires, ça dépend vraiment où est-ce qu'il est dans le temps, tu vois, dans le combat. Et moi, je le trouve meilleur quand il est quand il met sous pression, quand il est sur le pied avant. Et il y a eu le combat contre Kenan Song. Ouais. Tu vois, au début, je trouvais qu'il reculait beaucoup pour chercher le contre. Donc, quand je dis qu'il recule beaucoup, c'est qu'il va faire un petit saut en arrière comme ça. Tu vois, il recule beaucoup. Il n'y a pas de petit retrait de buste au centimètre près. Mais à partir du troisième, là, il a commencé à mettre sous pression et à travailler avec des retraits de buste et jusqu'à son finish d'ailleurs. Ouais. Mais j'ai pas eu l'impression. Pour moi, c'est des choses qu'il pourrait mettre un peu plus tôt dans le combat. Ouais, parce qu'il en est capable, hein, sa carrière au Cage Warriors, il était beaucoup plus sur le pied avant, il était beaucoup plus en mode, j'ai pas envie d'utiliser le terme prédateur, mais voilà, il était plus maître de la cage. Je me rappelle de pas mal de ces KO au Cage Warriors où c'est son adversaire qui est contre la cage, notamment un beau high kick comme ça. Même contre Jack Grant, c'était plutôt lui qui engageait l'action dans leur combat pour le titre. Et ouais, c'est peut-être dépendant du niveau d'adversaire. Je sais pas encore. Je sais pas s'il est. Je pense que c'est quelqu'un qui est assez prudent quand même, qui gère. Enfin voilà, il a quand même beaucoup de pression sur les épaules. Ouais, je sais pas s'il se met beaucoup de pression sur les épaules, mais enfin quoi que si. Hein, parce il s'en met beaucoup. Hein. Quand il parle, c'est je suis le futur champion. Il le dit à tout le monde, donc forcément ça met de la pression parce que tu dois assumer derrière tes propos. Donc oui, il a quand même pas mal de pression, donc c'est peut-être lié à ça. Et alors sinon, sur les derniers éléments, je trouve qu'il gère plutôt bien l'espace. Vous le verrez dans sa manière de circuler. Il a un petit peu, je trouve, du mal à circuler sur sa gauche. Donc quand il doit circuler sur sa gauche, c'est juste, tu vois. Ouais, quand il doit cercler. Je trouve qu'il sort beaucoup sur sa gauche. Il a du succès avec ça, mais tu sens que c'est moins naturel. C'est moins naturel. Ça arrive beaucoup hein, sur des gars qui ne sont pas des gars qui changent de garde facilement, tu vois. Ouais. Et donc pour partir sur la gauche, il devrait passer en gaucher pour pouvoir circuler un peu plus. Mais lui, il change un petit peu de garde, mais il veut vite revenir sur sa droite pour pouvoir boxer, tu vois. Ouais. Et donc ça casse un peu le mouvement. Et par contre, je pense qu'il a un bon cardio. Et ça, je pense que c'est un élément qui est assez important. On est sur 5 rounds. Et quand tu vois sa capacité, malgré le knockdown, gros knockdown qui s'est pris contre Kenan Song, donc on est fin du 3e round, hein, je crois qu'il reste 1 minute. L'accélération qu'il met, elle est quand même assez impressionnante. Et ça montre, en tout cas, je pense, hein, qu'il a un très bon cardio. On l'a vu aussi au Cage Warriors, et c'était il y a quand même pas mal d'années. Hein. Ouais. Et après, voilà, contre Jack Grant, il était vraiment en contrôle de ce combat, mais ça montre aussi, je pense qu'il pouvait faire 7-8 rounds sans problème dans cette structure de combat. Hein. Non, il est sur son cardio, je pense que... Moi, personnellement, je suis très content que ce soit un 5 rounds. Hein. Oui, pareil, et voilà, la seule fois où on l'a vu un tout petit peu fatigué, je trouve, c'est sur la fin contre Michael Venom Page, mais encore une fois, t'es un striker, tu utilises une stratégie qui tourne beaucoup autour de la lutte, forcément tu vas être plus fatigué à la fin du combat que si tu restes en pied-point. Ouais, surtout que c'est pas son jeu classique, tu vois.
Exactement. Donc ça lui a demandé plus d'énergie et c'est pour ça qu'on l'a vu un peu plus fatigué. Écoute, moi je suis assez d'accord avec tout ce que tu as dit. J'avais dit méticuleux et structuré, ce qui signifie qu'il a besoin de cet espace pour bien s'exprimer. Le combat où on l'a potentiellement vu le plus en difficulté sur la durée, pas sur un moment. Sur un moment, c'est clairement contre Song, mais voilà, c'est Jeff Neal qui l'a le plus ennuyé parce que Jeff Neal n'arrêtait pas de lui avancer dessus. Jeff Neal, lui manquait clairement du cadrage, mais t'imagines un Jeff Neal avec un meilleur cadrage, je pense qu'on aurait Ian Garry serait pas du tout à l'aise dans la cage, donc il a vraiment besoin de cet espace. Après, et il est très, très analytique, hein, je pense que... moi, je me rappelle une anecdote au joueur, il avait dit que quand on lui donnait un adversaire, il l'étudiait, il trouvait directement 3-4 techniques qui allaient passer, il envoyait ça à Chris Fields, son coach de l'époque, qui validait, puis il travaillait ses techniques et en général ça passait pendant le combat. Je me rappelle vraiment de cette anecdote mais ça c'est, tu vois, ça c'est pour ça que je trouve que c'est problématique cette approche-là. Oui, 3-4 techniques. Voilà. Je la comprends. Hein, moi, je le faisais aussi avant. Je regardais et on bossait beaucoup un peu les mêmes techniques, mais je pense que c'est une approche qui est mauvaise sur le long terme. Là, ça a relativement bien payé, mais on a vu sur des combats qui étaient difficiles, où il s'en sort parce qu'il est très bon, mais je pense qu'il se faciliterait la vie à ne pas s'emprisonner là-dedans, tu vois. Parce que tu vois, quand il est toujours en train de chercher le contre, il a peut-être vu que le gars allait rentrer et se dit « Ah, là-dessus, je suis sûr de reculer et de pouvoir lui mettre une droite. » Et ben pour moi, c'est une stratégie. Si le gars ne le fait pas de la manière dont tu l'as vu, ça te bloque un petit peu. Ouais, c'est ça. En fait, ça doit être un chemin vers la victoire. Ça doit pas être ton chemin vers la victoire. Exactement. Et donc là, je suis intéressé parce que j'ai l'impression qu'il... bon, ça, on va en parler, mais qu'il a vu quelques techniques qui fonctionnaient, ou il a testé des techniques qui fonctionnaient, et j'ai peur qu'il mise un petit peu tout là-dessus, tu vois. Ouais, d'autant plus que, on va en parler, Factor X, ils se sont entraînés ensemble. Donc d'un côté, tu as peut-être vu les ouvertures, mais de l'autre côté, l'autre sait quelles ouvertures tu as pu avoir contre lui. Et donc il va y avoir ce genre de mind game dans ce combat qui va être intéressant. En termes de faiblesse, on l'a dit, hein, donc debout, il construit pas encore beaucoup. Même, je trouve qu'il a un très bon jeu de feinte. Il a une assez bonne lecture des réactions, mais il est peut-être pas encore il est peut-être encore trop dans la gestion du risque, et donc il ose peut-être pas assez souvent exploiter les ouvertures qu'il est capable de lire. Ouais. Et forcément, on doit spéculer là-dessus. On l'a pas encore vu face à un très gros lutteur, mais on doit spéculer sur le fait que face à un gros lutteur, il aurait potentiellement du mal. Au final, ça rejoint un petit peu ce que tu disais. Si effectivement il a tendance à se concentrer sur 3-4 techniques, ça explique peut-être un petit peu moi le défaut que je voyais, la difficulté de construire quelque chose dans le combat, le fait de s'emprisonner dans des schémas où il n'y a pas forcément d'ouverture, tu vois, ou par exemple dans des premiers rounds où il est toujours en train de reculer pour chercher un contre, où il y a eu il y a aucun moment où, par exemple, Kenan Song n'ait montré qu'il allait rentrer fort, tu vois. Ouais. Et par contre, effectivement, au fur et à mesure du temps, quand on va dire ces 4-5 techniques sont passées, il commence à construire et c'est là où il trouve ses ouvertures, tu vois. Ouais. Et donc, c'est pour ça que je pense que le futur, au-delà de son surnom, c'est que quand il sera capable de faire les deux, les techniques, la construction du combat, la capacité aussi à faire un game plan sur du très général, tu vois. Ouais. Mon game plan, c'est mettre la pression, reprendre le centre, par exemple. Ouais, c'est ça, plus sur une approche que sur des techniques. On a déjà fait la différence entre un game plan plus d'approche, comment tu approches le combat, et un game plan plus sur les techniques qui peuvent passer. Et c'est le mix des deux qui fait en général la grande qualité d'une préparation. Ah oui, et puis le mix des deux, et c'est clair que des fois, rien que l'approche est suffisante. Hein. Ouais. Tu laisses passer, je sais pas, moi, ça arrive souvent... le premier round, si le gars donne tout, tu laisses passer l'orage, on s'occupera du 2 et du 3. Et tu vois, ça va passer. Le gars sait même pas ce qui va se... Il n'y a pas réellement de technique, on sait pas si ça va aller au sol, et puis ça passe, tu vois. Ouais, ça c'est souvent avec de l'expérience, en fait. Quand tu as une bonne expérience et un arsenal technique suffisamment large, dans le combat, tu peux savoir te dire, ok, mon approche, elle est en train de fonctionner. Maintenant, j'ai allé épuiser telle technique et telle technique, et il y en a une qui va me permettre d'obtenir mon finish ou juste de prendre la suite des rounds. Ou de l'opportunisme. Et ça fait une bonne transition avec Rakhmonov, parce que je pense qu'il est plus là-dedans, lui, tu vois. Ouais, tout à fait. Sur l'approche générale.
Shavkat, statistiquement, on le voit comme quelqu'un de complet, vu qu'il a quasi autant de finish au sol que debout. Clairement dangereux partout, et opportuniste, c'est le mot qu'on est obligé de l'utiliser, forcément. Personnellement, tu me diras ce que tu en penses, mais je crois que son grappling est quand même supérieur, voire même largement supérieur à son striking. En tout cas, il le cachait bien, tu vois. C'est pas sa priorité. C'est pas sa priorité, ouais. Je te rejoins, hein. Pour moi c'est le premier mot que j'ai noté, complet, et effectivement, finisseur, opportuniste. J'ai noté que c'était un droitier, j'aime bien parler de la garde. Ouais. Ouais, je pense que son grappling... C'est quel combat qui te fait dire que son grappling est supérieur? C'est facile à dire, Stephen Thompson, forcément. Parce Ouais, que là, bon. t'as une vraie opposition. Enfin, tu vois, t'es contre un striker et tu vois totalement la différence de ce qui se passe debout versus ce qui se passe au sol. ouais. Je pense qu'il y a un de ses premiers combats à l'UFC. Attends, je recherche les noms. Contre Prazeres, je pense que... Non, c'était contre Harris. Jusqu'au finish, j'étais pas impressionné debout. Et en fait, pour moi, il y a vraiment une différence. Dès qu'il est au sol, il n'y a pas de question à se poser. Tu vois, Ah oui. Shavkat est au sol, au-dessus, le round est terminé. Soit il finalise le combat, soit il se dirige vers un 18. Voilà, c'est indiscutable. Tant que c'est debout, dans la plupart de ses combats, tu es là, tu fais OK, il est très bon, mais il y a des ouvertures pour ses adversaires. Alors peut-être que ça fait partie d'une de ces rares faiblesses que j'ai trouvées. Je le trouve assez perméable debout, avec des systèmes défensifs qui me font un peu peur parfois. Peut-être que c'est ça, mais je trouve, voilà, si j'étais fan de Shavkat, je serais beaucoup plus à l'aise dès que c'est au sol que tant que c'est debout. Ouais, bah écoute... Et loin, je dis pas qu'il est mauvais debout, hein, pas du tout. Je dis juste non. qu'il est très bon partout, mais pour moi, voilà, son grappling sort encore plus du lot. Bah, vous savez, hein, moi sur les combattants complets, je dis souvent qu'ils sont moyens partout. Moi, je le trouve effectivement très bon partout. Un petit peu plus, tu vois, que la moyenne. Ouais. En fait, il est suffisamment bon partout pour... Sa lutte, je la trouve pas terrible. Jeff Neal, par exemple, Jeff Neal, c'est un striker pur. Bah, il prenait les rounds contre Jeff Neal debout. Il l'a finalisé avec une technique de grappling, certes, mais debout. C'était pas le combat le plus facile pour lui, mais il prenait les rounds. Ouais. Comme quoi, il est au-dessus de la moyenne, clairement. Je pense que c'est un petit peu, c'est le genre de combattant, un petit peu comme Islam Makhachev. On sait qu'il est extrêmement bon en lutte et en grappling, qu'on en oublie un petit peu, qu'il est en train de dominer les échanges debout, tu vois. Ouais. On l'a eu avec Dustin Poirier. Je crois que c'est Dustin Poirier, non? Où effectivement, bah, on s'attend à voir un Dustin Poirier qui trouve des ouvertures, qui réussit à résoudre l'énigme, mais en fait, on passe à côté du fait que celui qui place les plus belles techniques, c'est Makhachev, tu vois. Clairement. Qui place les contres et tout. Et moi, je t'avoue que j'ai regardé Shavkat et je trouvais que debout, il était bien. Effectivement, il prend des coups. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle Ian Gary a demandé ce combat. Alors que, enfin voilà, c'est lui qui l'a demandé, entre guillemets. Hein. C'est lui qui a dit, OK, moi je veux bien l'affronter. C'est ça, il y a eu un last minute, non? Oui, donc ça fait partie de mes facteurs X. On en parlera après, mais donc Shavkat devait affronter Belal pour la ceinture. Ah oui, c'est vrai. Belal est blessé, et donc c'est grosso modo il y a 3 semaines que... Et ça a duré longtemps, hein. Donc on a entendu que Belal était out, et je crois que ça a mis une dizaine de jours à vraiment savoir que c'était Ian Gary qui prenait le titre. On avait parlé de Ousmane, évidemment on se demandait si Jack Della Maddalena était dispo. Il y a Colby Covington, je pense, qui avait marqué son intérêt. Personne parlait de Edwards, mais de toute façon, Edwards, je pense qu'il n'y a pas de titre. Hein. Pardon pas le titre. Hein. Mais de base, on pensait tous que ça allait être une ceinture intérim. Ah oui. Oui, puisque en fait, t'as Shavkat qui a quand même signé pour un combat pour le titre. Ouais, l'adversaire est blessé. En général, quand tu as un champion blessé, il y a une logique derrière à faire une ceinture intérim. Maintenant, étant donné que Belal, il allait combattre très rapidement après la prise de la ceinture, et à mon avis, il n'est pas blessé très longtemps, l'UFC s'est dit non, on va juste faire un combat sur 5 rounds, et le vainqueur, on lui garantit le title shot, en sachant que garantir un title shot, ça ne veut rien dire à l'UFC, mais voilà. Ouais. Mais pour revenir sur Rakhmonov, non, moi je trouve que debout, il a quand même un très bon jab. Il a des très bons directs, tu vois. Il est assez longiligne pour la catégorie. C'est quelqu'un qui
est excellent quand il avance. Et il a été capable de faire reculer Geoff Neal, tu vois. Vraiment, ça, c'est une réalité, hein, c'est une réalité. En lutte, je m'interroge sur sa lutte. Je la trouve pas terrible du tout. Alors peut-être vous allez me trouver dessus dans les commentaires, mais voilà, Stephen Thompson, pour moi, il a galéré à le mettre au sol, et ça va pas, quoi, tu vois. Moi, c'est ça le truc, c'est qu'une fois que c'est au sol, il est vraiment excellentissime. Et j'ai été surpris quand je préparais l'intro, là, je voyais les stats. Attends, je vais les reprendre ici. Ah, j'ai pas regardé. Il a 29% de réussite en takedown. Alors ça veut tout et rien dire. Hein. Oui, après voilà, tu regardes la stat de Valishvili, Ouais, c'est aussi aux alentours de 30%, mais... Et Nurmagomedov aussi, hein. Ouais. Ses stats, elles s'étaient éclatées, et pourtant c'est une référence pour la lutte, tu vois. Mais pour autant, ici, je trouve que ça reflète... il y va pas à l'usure, tu vois. Il teste à chaque fois qu'il entre, il teste vraiment les amener au sol, mais c'est le chaining, peut-être le chaining qui lui manque. Ouais. Moi, je trouve que stratégiquement, il y a... je vois pas d'enchaînement, il est bon, on va dire, il est bon dans le sens où ça se voit que c'est un gars qui pratique, qui sait comment ça fonctionne, mais ça manque un petit peu de technicité. Il va au clinch, sa tête elle est pas forcément placée directement, il place un high cross sur le milieu de la cuisse ou des petits trucs comme ça, tu vois. Il va pas aller chercher les foot sweeps, ou pour moi c'est pas du tout le même niveau que certains lutteurs. Non. Ou enfin quand je dis ça, c'est que voilà, normalement il était censé combattre pour la ceinture, et des lutteurs d'élite, ils peuvent avoir une jambe, un mauvais placement, ils finissent toujours par trouver la solution, tu vois. Ouais. Et donc voilà, donc je pense aussi, et je vais partir du principe, alors je ne dis pas qu'il mettra pas Ian Gary au sol, mais je pense que ça aussi c'est un facteur où Ian Gary se dit qu'il est capable de défendre la lutte de Shavkat Rakhmonov. Ah ouais, c'est possible, fort possible, hein, qu'ils aient beaucoup lutté ensemble quand il était de passage au Kill Cliff, et qu'il y ait ce ressenti du côté de Ian Gary de je suis capable de garder ce combat debout, et debout je suis capable de trouver mes ouvertures. Ah oui, et je pense que, enfin voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que Ian Gary a beaucoup plus de technique, beaucoup plus de niveau en lutte défensif qu'un Stephen Thompson. Oh, sûr à 100%, ça. Sûr à 100%, voilà. Donc pour moi, ça c'est un facteur qui est important. Mais attention, quand... C'est toujours pareil, hein, quand tu as galéré contre un Stephen Thompson, j'imagine que Shavkat a été... tu dois être un peu frustré, tu vois, de ne pas avoir mis un mec comme ça au sol facilement. Donc on pourrait le voir arriver avec du chaining, ce qui lui manquait, et trouver des solutions, s'attendre aussi à ce que va proposer comme défense Ian Gary, et déjà avoir les solutions. En tout cas, j'espère qu'il le fera, tu vois. Ouais, il y a des chances que ça se travaille, parce que je viens de faire une interview avec Nicolas Hott, qui était de passage au Kill Cliff avec Imavov, et il expliquait que la grosse différence entre s'entraîner aux États-Unis et en France, c'est qu'aux États-Unis, à chaque cours, donc il y a 2 cours par jour, il y a toujours un peu de lutte. C'est vraiment la fondation des cours MMA. Tous les cours sont orientés MMA, mais il y aura toujours un tout petit peu de lutte. Quand ils vont faire du striking, tu vas intégrer les amener au sol. Quand tu vas faire du grappling, ça part du debout. Et il y a toujours un peu de lutte. Donc, quand tu es Shavkat, tu as Burns dans ton équipe. Je crois que Ousmane est de retour aussi là-bas. Ousmane, c'est quelqu'un qui chaîne très bien sa lutte. Burns, c'est quelqu'un face auquel il faut chaîner pour amener au sol. Donc, je pense que c'est une partie du jeu de Shavkat qui sera en axe d'amélioration depuis quelques temps. Mais encore une fois, tu vois, parfois c'est plus de l'étude de l'adversaire que tu as, ses réactions, quand il est par exemple de profil. On l'a vu, je crois que c'est contre Geoff Neal, où il s'est fait mettre à la cage, donc il accepte de prendre son overhook, et puis il va chercher le contrôle de tête. C'est des petits éléments comme ça, où en fonction de son placement, est-ce que quand tu vas chercher le IC, est-ce qu'il va croiser les deux jambes? Et donc ça, c'est des réactions que tu peux exploiter. Tu sais que c'est un système défensif. Quand tu n'as pas, on va dire, le contre de ce système défensif, tu perds ta position, il s'échappe après, tu vois. Ouais. Donc moi, je pense que là, ça serait... il y a pas à douter de sa capacité à faire les techniques, à les placer à des adversaires. Mais il faut qu'il ait un petit peu la théorie, tu vois.
En fait, ce Et la qu'on est en train prédiction. de dire, c'est qu'il a une bonne lutte, mais si Oui. on commence à comparer à la lutte de Belal pour prendre quelqu'un de la même catégorie de poids, c'est pas le même niveau, quoi. Non, Plutôt pour moi, c'est pas offensif, le même niveau. ouais, on est d'accord. Mm, mm. Euh, Moi, debout, hein, j'avais aussi noté flicker jab. Tu avais parlé de très bon jab. Je trouve il a un bon jab qui vient devant les yeux et qui gêne. Il a beaucoup utilisé contre Jeff Neal. J'ai trouvé ça très intéressant. Euh, et son rythme debout. Par contre, je trouve pas que ce soit un flicker jam un peu fouetté, tu vois. Moi, je trouve il est raide comme ça. Moi, c'est un jab qui Ouais. touche, qui casse tu vois, qui fait saigner le nez. Mais Mais par contre, c'est le il genre de l'envoie, je sais jab. pas, vraiment. De temps en temps, j'ai l'impression qu'il l'envoie pas pour toucher, mais pour gêner. Ah, peut-être, mais par contre, moi, c'est des jabs que je trouve contrables, tu vois. Les Ok. flicker jabs, tu vois, c'est tu envoies, mais tu restes un petit peu en arrière et tu les contres pas. Ah, ben, il y a 3-4 moments dans le combat avec Ah, Jeff peut-être. Neal où c'est peut-être pas fouetté comme ça, mais c'est vraiment. Tu sens qu'il l'envoie en mode je suis plus grand que toi, je vais gêner, tu vois, je vais mettre quelque chose devant tes yeux pour Ah oui, construire oui. un direct derrière, tu vois. Mais ça reste raide, tu vois. Ouais. Si tu glisses, si tu vas sur le pull counter. Pull counter, ça aurait été compliqué pour Jeff Neal, je pense, mais glisser Ah et faire non, un là, je te synchronisé, ça, parle ouais. toujours De avec Yann Gary. Ouais, Yann ouais, Gary. ouais. Yann Gary, il a plus cette opportunité-là. Et je Tu trouve vois, moi, que. flicker jab comme ça, vous avez tous un petit peu en tête de Baki Shamsudinov Ouais, contre contre Cédric. Doumbé. C'est vraiment pop. Il reste en retrait et c'est ce qu'il fallait faire face à un Cédric Doumbé qui lui cherche à contrer des jabs qui rentrent pour un Ouais. peu plus loin que la tête, toi. Ouais, c'est ça, tu t'exposes pas du tout en fait. Ah non. Le temps, au moment où ton jab est tendu, pendant ta rétraction, tu recules en même Ah, temps. tu Donc peux même il tu peux même les faire avec la tête en arrière comme ça, tu vois. ouais, étant donné que le but c'est pas de te toucher, tu t'en fous en fait de mettre ton poids Ouais, enfin, ouais. dans la direction de ta frappe parce que c'est plus pour gêner, pour fatiguer ton adversaire. Je parlais de rythme, donc je trouve que il varie bien entre euh, single shot enchaîné, donc c'est pas une combinaison, mais c'est vraiment j'attaque Ouais. et combinaison. Et moi, un truc qui m'a vraiment choqué, je dirais, euh, qui est propre au MMA, euh, c'est dès qu'il rentre dans un clinch, il y a une attaque qui vient, souvent en genou. Ouais. Il n'y a Ouais, pas c'est vrai. de je viens chercher le clinch, la position, je me positionne, j'envoie un genou. On est à peine au clinch, il y a déjà un genou qui rentre et puis il se positionne. Et ça, il prend des points grâce à ça. Ça peut surprendre, ça peut ennuyer. Euh, Déjà que c'est un de ses objectifs, c'est de trouver le clinch. En plus de ça, à chaque fois qu'il trouve le clinch, il marque des points et c'est une pièce importante à son jeu, je trouve. Mm. Non, c'est vrai, c'est vrai. Le Et, seul défaut à son clinch que je trouve, c'est que quand il y va, il va directement chercher un over-under comme ça, tu vois, type ouais. lutte gréco. Et je trouve qu'il l'exploite pas trop derrière. Moi, j'aimerais bien, tu vois, il rentre au clinch, le genou est très très bien, comme tu l'as dit, il rentre directement. Et après, genre un petit foot sweep ou un crossface pour mettre Des coudes. des coudes, des trucs comme ça, je trouve que ça manque un petit peu. Mais c'est vrai que le genou qui rentre directement, ouais, effectivement, ça marque bien des points et c'est vite gênant, quoi. Ouais, et j'imagine que c'est un truc que toi t'aimes bien. Je sais que t'aimes bien les techniques de transition. Dès que tu transites d'un aspect du Ouais. MMA à un autre et qu'il y a quelque chose qui sort auquel on n'est pas habitué, ça fonctionne bien. Mm, Et mm. alors, il y a un truc dont je dois parler qui vient de Michael Legou. Hein. Michael Legou, je crois il avait vu Shafkat tourner au M1 quand ils combattaient tous les deux sur la même carte. Mm. Et il dit que physiquement, tu sens qu'il a une force supérieure à la moyenne dans la division. Ah oui. En termes de grip, en termes de force physique, ça Ah, sort du lot. Donc ça vient de Michael Legou. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout. top, top, top. Vu que tu parles de physiquement, Ouais, il y a une vidéo hein, qui traîne d'un sparring léger entre Yann Gary et Shavkat Rakhmonov ouais. sur YouTube. Et comme ça vous permet de voir un petit peu la différence physique. Alors, le sparring est plutôt enfin, c'est vraiment un truc super light, hein. Mais on va dire que c'est plutôt à l'avantage de Yann Gary, où Yann Gary met un peu de pression dessus et tout. Mais comme ça, vous voyez la différence physique. Vous faites pas des films sur la tournure du combat à partir de cet extrait, parce que je pense que ça ressemblera pas trop à ça, mais... Ouais, non, c'est clair, on en a déjà parlé. Hein, quand tu vois des sparring de futurs adversaires qui ont tourné ensemble par le passé, faut prendre ça avec tellement de pincettes parce que on voit quoi? C'est 20 secondes qui sont partagées
ils ont peut-être fait 3 heures. Sur les 3 heures, il y a peut-être 2h50 qui sont dominées par Shafkat et 10 minutes qui sont dominées par Ian Gary, dont les 20 secondes qu'on voit. Ouais. Quand tu tournes léger, c'est pas du tout la même chose. Il y a l'aspect mental aussi quand tu rentres dans une cage. Il y a peut-être Shafkat qui venait de tourner 3 rounds et Ian Gary qui faisait son premier round. On n'en sait rien. Donc, il y a trop d'éléments qui font que ça peut tourner dans un sens comme dans l'autre. Et puis d'expérience, moi, je peux faire 10 sparring sur 10 jours différents avec la même personne et ça va aller dans mon sens quelquefois et puis dans le sens de l'autre d'autres fois. Donc, ouais, et puis tu peux être bon à l'entraînement et foirer ton combat. Ouais, donc bon, ici, a priori, on a 2 gars qui sont bons en combat et on ne sait pas ce que ça donne à l'entraînement, mais je partirais du principe qu'ils le sont aussi. Un autre facteur X, c'est en termes de préparation. Donc, Shafkat devait affronter Belal à 7 dates. Ian Gary devait prendre Buckley la semaine d'après. Tout ça a été accepté il y a 3 semaines. Donc, niveau poids, tu me diras ce que tu en penses, mais j'ai pas l'impression que ce sera un gros désavantage pour Ian. Niveau poids, Shafkat, lui, ça change rien. C'était cette date-là. Ian Gary, il doit avancer d'une semaine, mais c'est pas. Enfin, voilà, il a eu 3 semaines pour se préparer à ce changement. Donc, je crois pas que ce soit un facteur X qui pèse beaucoup. Par contre, niveau opposition, d'un côté, tu as d'office un changement stratégique en plein milieu de prépa. T'as Shafkat qui passe de je dois me préparer à Belal et maintenant je dois me préparer à Ian Gary. Et de l'autre côté, t'as Ian Gary qui devait se préparer à Buckley et qui d'un coup doit se préparer à Shafkat. C'est quoi le plus gros choc? Buckley, petit gaucher, Shafkat, grand droitier. Buckley plutôt striker, Shafkat plutôt complet. Et de l'autre côté, Belal, quelle stratégie est-ce qu'il aurait utilisé contre Shafkat? Il l'aurait lutté. Hein. Il aurait lutté. Hein. Ah, il aurait tout fait. Il lui aurait mis la pression, boxé, lutté, je pense. Donc, Shafkat, soudainement, il se prépare plus à un gars qui va vouloir le striker. Je pense que non plus, donc, sur le factor X, je pense que c'est je pense que c'est Shafkat qui a un changement un peu plus important. Qui perd pas au change, hein. Enfin qui perd pas au change si, parce qu'il avait une... Sur l'enjeu, oui. Sur l'enjeu, oui, clairement. Par contre, sur le côté favori, il y gagne. Ouais. Mais je pense que c'est peut-être lui qui a le plus d'adaptation à faire, quoi. Peut-être qu'il était fort concentré sur la lutte et sur la boxe et devoir faire face à des assauts de lutte tout simplement. Et là, il va se retrouver sur quelqu'un d'assez léger sur ses appuis, qui pourrait fuir, fuir dans le sens absorber plutôt, qui va rentrer sur du in and out, qui fera sa taille aussi. Donc peut-être. Ouais. Après, Buckley est pas très grand non plus, donc... Non, du tout. Moi, je pense que c'est un gros choc pour les deux. Les deux ont dû subir un gros choc dans le changement de la préparation. Donc, encore une fois, ici, je vois pas un avantage pour l'un, ni pour l'autre, ni en termes de désavantage. Je crois que c'est un gros changement pour les deux. L'avantage des deux, au final, c'est, comme on l'a dit, ils se connaissent bien. Donc, en termes de préparation, ils savaient, à mon avis, ça leur a pas pris beaucoup d'heures de travail, au début en tout cas. Hein. Donc, tu as l'annonce de combat, tu dis, OK, je sais dans quelle direction je dois partir, et puis tu réanalyses un peu les combats et tu confirmes certaines choses, et puis tu mets plus l'accent sur d'autres. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, ça a été relativement vite. On va passer au game plan. Là, on a pris pas mal de temps. Cette fois-ci, j'ai envie de commencer par le favori, puisque j'ai une question un peu classique. Est-ce que Shafkat doit aborder ce combat comme une opposition de style? Non. Toi, tu dirais qu'il devrait aller le grappler, le lutter En fait, je vais dire ça comme ça. Jeff Neal a réussi à prendre plus d'une minute de cage control par round à Ian Gary. Ian Gary, il a pris 6 secondes dans le premier et 6 secondes dans le deuxième round. Donc, Jeff Neal a vraiment dominé le clinch à la cage contre Ian Gary. Si Jeff Neal est capable de le faire, je crois que Shafkat aussi, il est capable de beaucoup dominer le clinch contre Ian Gary. Et comme j'ai dit, pour moi, Shafkat, il est assez perméable debout. Ian Gary, il peut faire très mal debout, je pense. Et je crois que le meilleur chemin de la victoire pour Shafkat, c'est quand même à partir du clinch. Clincher, chercher à lutter. S'il arrive au sol, je crois qu'il a un gros avantage aussi. Et tant que ça reste debout, ça se rapproche beaucoup plus d'un 50-50.
Ah ouais, je suis d'accord. Ouais, je suis Donc, d'accord sur les codes de ouais. Paris. C'est un synchrone en plus, ces amis, hein. Pour moi, Yann Gary elles sont à combien les cotes? Parce que Ah, j'imagine on va qu'elles en parler sont. après. Mais ouais, non, c'est large. Je vais pas te donner les chiffres exacts, mais c'est large avantage pour Shafkat. Ouais, c'est Et, ça, et, hein. et l'autre élément, c'est, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans le podcast, la seule fois où on a vu Yann Gary qui commençait à vraiment physiquement fatiguer, c'était son combat contre MVP, dans lequel il a beaucoup lutté offensivement. Et Offensivement. j'imagine, ouais, Yann Gary, c'est lui qui prenait les échanges C'est pas de la même grappling et chose. il s'est fatigué, tu vois. Ouais, mais c'est pas la même chose de lutter offensivement et défensivement. Oui, mais Donc ouais, pour moi, il va après, pas. si il- Shafkat arrive à mettre Yann Gary sur son dos, je crois que Yann Gary il va fort fatiguer. Si il s'obstine à vouloir se relever, après il est sur synchrone. S'il laisse passer le round et qu'il se relève sans. Laisser passer le round contre Shafkat, tu vas prendre cher, hein, je pense. Écoute, c'est tire la C'est guerre, ça le hein. truc, c'est pour moi, Shafkat est tellement bon au sol, tellement bonne stabilité, tellement grosse capacité à menacer, soit il va menacer des étranglements, ça passe pas, il va envoyer des coudes. Ce qu'il a fait contre Stephen Thompson, c'est... Ouais, Stephen Thompson, il cherchait à laisser passer, hein, et ouais, ça ouais. lui a fait très mal. Mm. Écoute, moi le contrôle cash, je suis pas un grand fan parce que je trouve que pour moi il doit avoir une stratégie de lutter effectivement. Alors sur le game plan, pour moi le principal ce serait de tenter de prendre le centre et de garder Yann Gary sur une recherche de contre. Je pense qu'il doit bosser sur ses low kicks. Je pense que ça c'est important, les low kicks. Euh, Shafkat, les low kicks. ouais, ouais, ouais. Ouh, il en envoie quasi jamais. Autant il envoie ses jambes, autant... Attends, j'avais... Je pense qu'il est capable un petit peu de kicker, jambes avant, etc. Les calf kicks même, tu vois. Ok. Et face à un contreur, moi j'aurais tendance à vouloir doubler les frappes du même côté. Il y a 4% des frappes de Shafkat qui vont aux jambes de son Ouais. adversaire. Bah C'est pas après beaucoup, voilà, hein. hein, comme j'ai dit, pour moi c'est un mec qui est capable de faire tout ce qu'on lui demande de faire, tu vois. Ouais, ouais, ouais. En Donc fait, moi, j'avais l'impression que c'était un pote à BJJ Lethal de Twitter, tu vois, qui est anti-low kick. Et quand j'ai vu cette stat, je me suis dit, ouais, c'est un pote, il a peur de se faire casser la jambe sur un check ou un truc comme ça, tu alors vois. tu fais pas tout ton game plan là-dessus, hein, mais Ouais, pour moi ouais. ça serait prendre le centre. Donc quand t'as un contreur, c'est contrer le contreur tout simplement. On Ouais. l'a vu, hein, que des fois il a tendance à contrer puis à rester en position. Donc ce qu'on peut, c'est doubler les frappes du même côté. Donc t'envoies ton cross, le mec qui veut contrer, et tu refrappes derrière avec le même point. Ou t'envoies ton cross, le gars il recule et tu envoies la jambe du même côté. T'envoies ton jab, il y a une esquive de tête, t'envoies ton high kick du même côté. Enfin, il y a vraiment doubler les frappes du même côté. Ou alors contrer le contreur, c'est que tu envoies, le gars veut te contrer, tu passes en dessous et tu refrappes derrière, ce Ouais. genre de choses, quoi. Ça, c'est, pour moi, il doit avoir ça en tête. Effectivement, après, j'ai marqué lutter avec deux petits traits en dessous parce que je pense que c'est très important. Contrôler à la cage, non, mais je pense qu'il a moyen de trouver un chemin pour le mettre au sol et le taper, quoi. Ouais. Et le taper. Donc ça serait vraiment. Après, voilà, je suis pas dans son camp d'entraînement ni quoi que ce soit, mais s'il vient pas avec sans game plan, s'il se dit non, je vais y aller au talent, je vais rester debout avec lui, là par contre, je pense que ça va être très très compliqué. Je vois dans ce cas-là vraiment Yann Gary ouais, dans la manière de voir le combat, s'il vient comme au talent, il va perdre. Je te rejoins à 100%. Je te rejoins à 100%. Et typiquement, quand tu veux faire une stratégie, c'est où est-ce que je suis le meilleur par rapport à Mm. mon adversaire et à quel point. Et pour moi, c'est dans le département de une fois que c'est au sol. Donc il faut, Ouais. pour moi, ça doit être le focus. Et en plus de ça, il y a des petits éléments qui me font penser que, voilà, physiquement, je crois que Shafkat, il peut s'imposer. Si ça passe pas, je sais que t'es pas fan de Sidé, mais même si ça colle à la cage, c'est Shafkat qui va prendre les minutes, qui va prendre les rounds, qui va fatiguer davantage Yann Gary. À l'usure, ça va peut-être fonctionner et ça va lui permettre d'avoir une amenée au sol à partir du troisième round et Ouais. s'imposer comme ça. Mm. Je pense que chaque minute qui sont passées purement debout à distance de pied-point, encore une fois, je dis pas que Shafkat sera incapable de faire quoi que ce soit. Je pense qu'il est même capable de prendre des rounds à Yann Gary debout ou de le Mm. finir debout. Mm. Mais c'est pas du tout là où il y a le plus de chance. Et c'est là où il y a le plus de chance du côté de Yann Gary de Ouais, faire bien quelque chose sûr. d'impressionnant.
Après, Shavkat, s'il va que pour la lutte, je pense que c'est pas une bonne idée non plus, tu vois. Non, Donc, non, c'est non, il pour doit ça pas que venir pour en moi, mode il doit être. Valishvili pour autant. Hein. Hein? Il doit pas venir en mode Valishvili pour autant. Je pense que Ouais, si ouais. tu viens contre Yann Gary en mode Brunson contre Adesanya, ça va se transformer en Brunson contre Adesanya. Yann Gary, pour trouver tes ouvertures en lutte, tu dois d'abord lui faire un minimum peur debout. Ah ouais, ouais, ouais. Je pense qu'il est capable de lui faire peur debout. Je pense qu'il est capable de le toucher debout s'il l'étudie bien. Et, euh, et voilà. Et dès qu'on va avoir un Yann Gary qui cherchera le contre, il doit descendre dans ses jambes, le mettre au sol. Tu vois. Ouais. Et c'est là aussi où le fait qu'ils soient entraînés ensemble, ça joue dans le truc, parce que peut-être que Yann Gary, il a ultra confiance debout contre Shavkat, en disant il peut pas me faire peur debout, donc ça va, la menace de lutte de Shavkat seront attendues. Mais comme on le dit souvent, la confiance c'est ton ami, l'excès de confiance c'est ton ennemi. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas tourné ensemble. Peut-être que Shavkat a vraiment des nouvelles techniques qui peuvent ennuyer Yann Gary. Yann Gary va venir trop confiant debout et il va se faire surprendre debout. C'est totalement Ouais, plausible ouais, aussi. Du côté de Yann Gary, moi en macro, j'avais mis Grand Islava. C'est vraiment ce qu'il doit éviter. Donc pour moi, kicking range au maximum, bouger, travailler beaucoup les single shots, garder de l'espace derrière lui. Et je spécule là-dessus, mais voilà, spéculer sur un petit avantage sur le fait d'avoir déjà connu 5 rounds. Alors Shavkat, il finalise Jeff Neal très tard dans le combat, il restait quoi, 1 minute dans le 3e round, quelque chose comme ça, et j'ai pas l'impression de voir des gros signes de fatigue, mais il doit quand même spéculer sur le fait que moi j'ai de l'expérience en 25 minutes et toi pas, et plus le combat dure, plus c'est à mon avantage. Ouais, je suis d'accord. Moi, je pense que 5 rounds, ça avantage Yann Gary, clairement. Ouais. Et oui, dans les tendances défensives de Shavkat, j'ai remarqué que sa main droite est fort basse. Et en plus de ça, il a tendance à esquiver beaucoup sur son côté droit. Yann Gary est quelqu'un auquel je aussi, il l'a fait, je ne sais pas si à l'UFC il a déjà fait, mais il est capable d'envoyer sa jambe gauche, sa jambe avant à la tête. Il a un très bon high kick avant. La fin de jab high kick avant, ça peut être une des techniques préparées par Yann Gary. Il a son crochet gauche aussi qui est plutôt bien, non? Ouais. Et Rakhmonov, il se prend pas un knockdown au 3e avant de soumettre Geoff Neal, hein, avec un crochet gauche. Il se fait toucher, mais c'est pas un knockdown officiellement. Non. Ouais, dans mon livre, c'est un knockdown. Ouais. Mais je pense vraiment que le côté droit du visage de Shavkat est assez ouvert. Donc toutes les techniques qui viennent de là peuvent fonctionner bien. Tu l'as dit, Yann Gary a un bon jab. Je l'ai dit, Yann Gary a des bonnes feintes. Et soit le crochet avant, soit ce high kick qu'on voit pas bien venir. Et d'ailleurs, maintenant que j'en parle, c'est garde ouverte, hein, mais Shavkat, il prend un petit high kick de Jeff Neal, vraiment tout petit, puisque Jeff Neal n'est pas très stable sur ses appuis quand il l'envoie, mais dans le premier round, tu vois le high kick qui vient toucher, comme on dit en belge. Mais je crois que l'ouverture est là. Oui, après on peut très bien voir un Yann Gary changer de garde pour cet high kick là. Hein. Je pense que c'est. Il l'a déjà fait, passer en gaucher. Ouais, voilà. Il y a certains droitiers qui passent en gaucher juste pour envoyer les 3 kicks. Tu vois, donc, 3 niveaux. Pourquoi pas, hein. On pourrait avoir ce genre de choses. Et gagner au volume debout, je crois que Yann Gary a statistiquement un volume légèrement supérieur à celui de Shavkat. Et il doit partir du principe qu'il doit prendre ses points debout tant qu'on n'est pas dans une structure clinch à la cage ou sol. Donc il doit vraiment faire une différence sur chaque début de round, je dirais. Chaque début de round, oui. Peut-être pas chaque, mais minimum 3. Donc je te rejoins sur tous tes points. Moi, sur le game plan, j'avais mis mettre la pression. Je pense que ça serait important qu'il arrive à mettre de la pression. Sur la petite vidéo, je vous ai dit de pas prendre en compte, mais on le voit quand même s'imposer, tu vois, dans le petit sparring et être sur le pied avant et avoir un Rakhmonov qui a tendance à être sur le pied arrière. Donc, on pourrait avoir aussi ce genre de situation. Mais je pense que s'il arrive à mettre la pression et à mettre Rakhmonov sur le pied arrière, ça sera intéressant. Ouais. Effectivement, les contres. Moi, je trouve que Shavkat a tendance à envoyer des frappes bien droites, bien rigides, tu vois. Et ça, c'est vraiment contrable. C'est vraiment contrable. Donc, je le vois être capable de contrer, mais il va devoir avoir son poids vers l'avant.
Yann Gary. Il pourra pas absorber. Je vois pas un Shavkat Rakhmonov se faire absorber. S'il l'absorbe, il va vouloir contrer et Shavkat va faire un changement de niveau pour aller dans ses jambes. Tu vois. Ouais. Je pense pas que c'est la bonne stratégie non plus. Non. Par contre, s'il arrive à mettre de la pression et que il obtient ses jabs ou ses crosses qui arrivent bien droit et qui font mal, c'est sûr, mais qui cherchent à traverser la tête, là, il peut trouver des vrais contres. Pour moi, la défense de lutte, je pense que sa défense de lutte, elle doit être à la cage comme il a fait, en travaillant sur les changements au niveau des hanches, passer d'un côté de l'autre, sortir, reprendre le centre. Sortir par le haut si c'est à l'ouvert, donc s'il descend dans les jambes, comme l'a fait Steven Thompson, tu vois, sortir une jambe puis la deuxième le plus rapidement possible. Et effectivement, ne pas aller au sol, je pense que c'est la meilleure des stratégies à adopter. Et puis être confiant qu'il sera capable de prendre les derniers rounds. Ouais. Et d'ailleurs, je pense, ça paraît bête, mais je crois que Yann Gary est en Thaïlande pour le moment. Ah, je sais pas du tout. Je pense. Possible. Sur ce détail-là, on doit aussi penser qu'il est plus en mode je travaille mon pied-point, donc forcément, ça rajoute encore à cet argument. Ouais. Gary History. Ah dans ce cas-là, il y a peut-être un facteur X, il est en Thaïlande, il y a un risque qu'il soit pris un ou deux staphylocoques, il a un cardio de même. Ouais, je vois un réel là qui date il y a 2 jours et clairement il est en train de s'entraîner en Thaïlande. Donc ouais, donc il va combattre avec un staphylocoque. Non, je connais. C'est pas cool de notre part de dire ça. On y arrive. Selon notre sponsor unibet.fr, c'est Shavkat Rakhmonov le grand favori. Il a 1,25 contre 3,60 du côté de Yann Gary. Donc on ne donne que entre 20 et 25% de chance de victoire à Yann Gary. Sévère ou justifié selon toi? Je comprends, tu vois. 20-25. Entre 20 et 25, ouais. Ouais, ça correspond à l'échantillon que tu as fait sur comment se positionneraient les gens, tu vois. Chez nous, c'est encore plus sévère, hein, 84%, donc ça donne 16% à Yann Gary. Ouais, bon, après, oui. Justifié, on va dire, sur les codes, je les comprends, tout à fait. Je pense que les gens voient en grande majorité Shavkat Rakhmonov. Effectivement, forcément, sur les codes de Paris, ça l'est moins que sur notre truc, parce qu'il y a des gens qui se disent, je vais mettre sur l'underdog, hein, clairement, c'est là où tu fais de l'argent. Je pense que c'est justifié. On est nombreux à voir Shavkat l'emporter, mais je pense que c'est un combat qui ne sera pas aussi facile. Donc c'est pas, tu vois, justifié sur le nombre sur ce que l'on voit comme combat, mais moi je pense qu'il y a quand même un chemin de victoire pour Yann Gary. Ouais. Et moi personnellement, je pense que je mettrais une unité sur Yann Gary sur ce combat. Ouais, la valeur sur cette cote, elle est clairement du côté de Yann Gary. Ouais. Mais clairement, c'est difficile de voir un Shavkat perdre en même temps. On a parlé des chemins de victoire et des chemins de défaite. On a quand même un Yann Gary qui a eu une décision partagée où la grande majorité des viewers, donc des gens qui regardaient le combat, des téléspectateurs, le voyaient perdre, tu vois. Contre Jeff Neal. Ouais. C'est ça, hein. Ouais, la plupart des médias voient Yann Gary prendre le combat. Ouais, mais quand je parle des viewers, donc téléspectateurs. Par contre, les fans, il y a une majorité qui voit Jeff Neal. Voilà, c'est vraiment dans ce sens-là. Hein. Tu dis? Légère majorité, mais majorité quand même. Ouais, majorité quand même. Moi, j'étais assez étonné. Tu vois, sur le round 1, c'est quand même 75% des fans qui voyaient Neal l'emporter, tu vois. Ouais, est-ce que par rapport aux fans, il n'y a pas toujours ce biais oui. On sait que Yann Gary, il n'est pas apprécié. Hein. Oui, bien sûr. Après, je t'avoue que j'ai regardé le combat. Effectivement, c'est serré. Ah oui, bien sûr. Je suis pas. Fallait être concentré aussi. C'est ça le truc, c'est que les fans ne sont pas forcément concentrés au scoring. Les médias le sont parce que c'est ce qu'ils font. Enfin, ils le faisaient et les juges aussi. Et donc moi, j'étais pas plus concentré que ça et je pouvais comprendre, comme ça, au ressenti, tu vois, que Neal cherchait un peu plus à cogner. Je pense que c'est ça aussi qui a pesé dans la balance, c'est que l'attitude de Neal était plus en mode je viens pour frapper dur, je viens pour finaliser. Et Yann Gary,
j'aime pas dire ça, mais semblait vouloir plus éviter le combat pour pour plus ceux qui regardent pas souvent du MMA. Et donc forcément, quand c'est serré, t'as plus envie de donner à l'agresseur. Mais si tu juges comme un juge avec qui obtient le plus de frappes, qui a les frappes significatives ou le volume, tu dois un tout petit peu plus pencher vers Yann Gary. Moi, je pense que c'est la bonne décision. Moi, j'avais 29-28 Yann Gary. Voilà, j'entends clairement le 29-28 Neil. J'entends même le 30-27 Yann Gary. Mais tu vois, c'est juste pour dire que sur ce combat-là, il y a un chemin qui pourrait être vu par la grande majorité des gens de victoire sur Geoff Neal. Et si tu le transposes avec un Shafkat, tu aurais mis un Shafkat face au même Yann Gary le soir, il l'aurait bouffé, tu vois. Ouais, en fait, c'est ça le truc. Il n'y aurait pas eu d'hésitation. Autant Shafkat, tu vois un chemin de victoire debout, à la décision, au sol par finish. Autant Yann Gary, tu vois un chemin de victoire sur une ouverture qui trouve debout. Peut-être à la décision, si ça reste beaucoup. Si, moi je le vois. À la décision, ouais. À la décision, s'il arrive à annuler un peu la lutte de Shafkat, quoi, à pas trop se retrouver sur son. Sur un synchrone, on a toujours ce premier round qui peut être un round d'observation où on a un Shafkat qui cherche pas à prendre le round, qui le perd parce que l'autre a donné 3 jabs de plus, tu vois. Ouais. Et il lui suffit de prendre le 4 et 5 et c'est terminé. Ouais, c'est ça. Mais donc, c'est pour ça que je trouve ça un tout petit peu sévère. Je pense que je me rapproche plus d'un 30 voire même 35% de chance pour Yann Gary personnellement. Ouais. Et cette fois-ci, j'ai envie de risquer un pronostic underdog. Même si, moi, je pense que selon moi, Shavkat Rakhmonov est légitime favori. Oui. Comme tu l'as dit, Yann Gary, il a accepté ce combat. Connaissant Yann Gary, tu vois, il sait il voit certaines choses, il a cette confiance en lui. Ça va un jour se retourner contre lui, je pense. Mais je crois qu'il a quelque chose à jouer ici. Et donc, je vais pronostiquer la surprise de Yann Gary. Écoute, moi, c'est pareil. Légitimement, je vois Shavkat. Je vais peut-être changer d'avis, hein, mais c'est vrai que là, actuellement, ce matin, j'étais en train de me dire, non, je vais mettre une unité sur Yann Gary en regardant les combats de Shavkat, tu vois. Après, en regardant les combats de Yann Gary, j'étais un peu plus hésitant comme ça, tu vois. Je comprends. Voilà, donc potentiellement, moi je pense que je vais rester quand même sur Shavkat. Je vais pas prendre trop de risques. Non, je crois que, je comprends à 200%, les 84%. J'hésite grandement. Mais sur mon pronostic, je pourrais changer d'avis et revenir sur Yann Gary. Ouais, moi j'en ai juste un peu marre de parier sur les sur les favoris. Non, je crois, voilà, peut-être que c'est aussi une préférence. Genre Yann Gary, je l'aime bien, moi. J'aime bien. Après, voilà, je le connais un peu plus personnellement. Ouais. Donc voilà, j'aime bien Shavkat aussi. Mais voilà, j'ai une petite préférence d'une victoire de Yann Gary. Ouais, sur les préférences, sur les personnalités, moi je t'avoue que je préfère Shavkat. Je suis pas un grand fan de Yann Gary, mais je le connais pas personnellement. Mais sur l'histoire, par contre, un Yann Gary, gros underdog comme ça, tête à claque, qui l'emporte contre le préféré des fans de MMA, ça me plairait bien, tu vois, sur le storytelling, tu vois, ça serait dingue, ça serait le nouveau méchant à abattre. Alors, je t'explique pas si c'est sur une décision un peu litigieuse, là, alors là, ça va être ce qui pourrait arriver, Ça me ferait bien marrer entre guillemets, tu vois. Ouais, après, voilà, sur la suite pour la division, je pense que les deux sont bien parce que Shavkat contre Belal, ça me motivait à fond. C'est vraiment un combat qui me motivait à fond. De l'autre côté, tu dis Yann Gary qui passe Shavkat, bah j'aurais envie de le voir contre Belal automatiquement. Ah bien sûr. Et si Yann Gary est champion, le voir contre Edwards ou Jack Della Maddalena pour la ceinture, ce sont des chouettes combats. Donc, moi, je crois quand même que je préfère un Belal Shavkat. J'aimerais bien voir Belal l'emporter contre Shavkat et bien cimenter sa place, tu vois. Ouais. Yann Gary, je pense Belal va le manger et qu'il va rien y gagner. Mais encore une fois, si Yann Gary fait quelque chose d'exceptionnel contre Shavkat, ça, tu vois, ça rajoute un peu à sa banque et à la potentielle crédibilité de la victoire. Tu sais comment sont les gens. On va dire, Shavkat était surcoté, il s'est fait battre par un... tu vois, c'est souvent ça, quoi. Ouais, surtout, en fait, c'est souvent ça quand t'as des invaincus qui montent très haut et puis qui perdent une fois, c'est parce qu'il avait jamais affronté quelqu'un d'eux. Et c'est vrai que
quand tu regardes un peu les palmarès, Bon, il y a pas non Shafkat, plus. il en est là sur une victoire sur Stephen Steven Thompson. Thompson. Tu vois, c'est. Il était favori à combien? Enfin, tu peux- Shafkat, faut regarder aussi combien il était favori à chaque combat. Hein. Moins 650. Geoff Moins Neal, 550. ouais, tu vois, Moins Ivy 400. favori partout. Non, Neil Magny, Ivy favori. toujours. Carson Harris, favori modéré. Enfin, franchement, ils ont le tapis rouge. Ouais, c'est vrai. C'est Sans vrai que rire, là-dessus, hein. t'as un argument en disant, en fait, Shafkat, c'est ce que. Il a pas eu un seul combat où c'était serré, quoi. Pas il a- un seul. Ouais. Alors que Le- Yann le- Gary, voilà, léger favori contre Michael Venom Page, favori modéré contre Jeff Neal, gros favori. Ok, bon. Ouais, il a toujours été favori en fait. Ouais, Ouais, lui aussi en Ivy fait. T'as le favori. même argument pour lui. Ivy favori. Ah ouais. Huge favori. Oh là là. Ah il ouais, était non, encore ils ont plus tout- protégé, lui. En fait, ils sont tous les deux montés très haut dans la division. Avec une dernière victoire un peu similaire, tu vois, Michael Venom Page, kickboxer unidimensionnel qui a bien adapté son jeu au MMA, et Wonderboy Thompson, on va dire, plus sur la pente descendante, mais aussi plutôt purement striker. Ouais. Ils ont un chemin un peu comparable, comme ça, où tu dis, Similaire, ok, ils ouais. sont tous les deux très haut dans la division, mais il n'y a pas encore eu ce solide test. Et limite, les plus solides tests, ils sont tous les deux passés par le gatekeeper top 15 de l'époque, Neil Magny, et ils sont tous les deux passés par le gatekeeper striker du top 10, Jeff Neal. Tout à Ils ont fait. vraiment un parcours très comparable. Et donc, à la limite, tu pourrais avoir cet argument de celui qui gagne. Ouais, mais est-ce qu'il a vraiment encore été testé? Parce que ils sont tous les deux arrivés là comme ça. Ouais, donc Ousmane ou Leon Edwards, ce serait un bon test pour l'un ou pour l'autre, quoi. Après, on verra. Le vainqueur doit prendre Belal, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Allez, Brian, merci beaucoup, les amis. Merci à vous. Ciao, ciao. Ciao tout le monde.